Aujourd'hui, on continue avec la biophysique de l'audition. Et on va voir la chaîne auditive et l'exploration fonctionnelle de l'audition. Les objectifs de ce cours, expliquer le rôle des différentes parties de l'oreille. Deuxièmement, interpréter les résultats du test de Weber, d'un audiogramme et du test de Fowler. Et troisièmement, reconnaître les différentes surdité. On va suivre le plan suivant. Premièrement, l'étude de la chaîne auditive. On va voir l'étude anatomique. Après, le rôle des différentes parties de l'oreille. Après, on va voir l'exploration fonctionnelle de l'audition avec les tests fonctionnels subjectifs, les tests fonctionnels objectifs. Enfin, on va voir les différentes surdités. On commence par l'étude anatomique de la chaîne auditive. L'oreille est composée de trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, c'est le pavillon de l'oreille avec le conduit auditif externe. Par la suite, il y a une membrane qui est la membrane tympanique qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est composée de trois petits os, ce sont des osselets qui sont successivement marteaux, enclumes et étriers. Par la suite, on trouve l'oreille interne qui est composée de canaux semi-circulaires et du limaçon. La communication entre l'oreille moyenne et l'oreille interne va se faire à travers de deux fenêtres. En haut, c'est la fenêtre ovale et en bas, c'est la fenêtre ronde. Il y a aussi une communication entre l'oreille moyenne et le pharynx à travers un canal fin qui est la trompe d'Eustache. Donc, la membrane tympanique sépare le conduit auditif externe et l'oreille moyenne, plus précisément la cavité creusée au niveau de l'os temporal qui est la caisse du tympan. Et la fenêtre ovale sépare l'oreille moyenne, plus précisément donc le dernier osselet qui est l'étrier et l'oreille interne, plus précisément la vestibule. La fenêtre ronde en bas sépare l'oreille moyenne, plus précisément la caisse du tympan, et l'oreille interne par, plus précisément, donc c'est la rampe tympanique. On va voir maintenant les différentes parties de l'oreille interne. L'oreille interne, c'est une structure osseuse qu'on appelle le labyrinthe osseux, à l'intérieur duquel se trouve une structure membraneuse, qui est le labyrinthe membraneux. L'oreille interne est composée de la cochlée, c'est la structure transductrice de l'audition, ici c'est le limaçon, c'est la cochlée, et des canaux semi-circulaires qui sont orientés dans les trois directions de l'espace, qui sont responsables de l'équilibre du corps humain. L'oreille interne, si de haut en bas, si on prend la cochlée et on va faire une section transversale dans ce sens. Donc la cochlée est composée de haut en bas, la rampe vestibulaire, puis le canal cochléaire et en bas la rampe tympanique. La membrane basilaire qui sépare en haut le canal cochléaire et en bas la rampe tympanique. À l'intérieur des deux rampes vestibulaires et rampe tympanique, il y a un liquide qu'on appelle le périlymphe. Et sur la membrane basilaire, il y a un organe qu'on appelle l'organe de Corti, qui est l'organe sensoriel de l'audition. Ici, on a représenté la cochlée qui est déroulée, sans représenter l'organe de Corti. Vous avez en haut la rampe vestibulaire, en bas la rampe tympanique, et on représente ici la membrane basilaire, qui est de la base vers
l'apex devient de plus en plus large et mince. Au niveau de la base, il y a la communication entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. En haut, la communication va se faire, comme on l'a dit précédemment, par la fenêtre ovale. Et en bas, par la fenêtre ronde. Donc, les ondes de pression acoustique vont traverser successivement le pavillon de l'oreille, le conduit auditif externe, la rampe tympanique, par la suite la chaîne des osselets, le dernier c'est l'étrier. Donc, les ondes de pression arrivent à ce niveau, au niveau de la fenêtre ovale. Les ondes de pression donc vont progresser de proche en proche au niveau du périlymphe, plus précisément au niveau de la rampe vestibulaire, et au niveau de l'apex vont se retrouver au niveau de la rampe tympanique, et ils vont poursuivre leur chemin pour revenir de nouveau vers la base, et plus précisément au niveau de la fenêtre ronde qui sépare l'oreille interne de l'oreille moyenne au niveau du caisse du tympan. Voici donc le parcours des ondes sonores. Maintenant, on va étudier l'organe de Corti, l'organe qui repose sur la membrane basilaire et qui est responsable de la transduction. Il est composé de cellules sensorielles ciliées. Ces cellules, au niveau de leur pôle apical, il y a des cils. Le plus long est accroché à la membrane tectorielle. Et le pôle basal, il y a des fibres nerveuses qui sont des dendrites et qui vont se converger vers le ganglion de Corti pour former à la fin le nerf 8, la 8e paire crânienne, qui est le cochléo-vestibulaire. On va voir maintenant le rôle des différentes parties. On commence par l'oreille externe, qui est formée par le pavillon et le conduit auditif externe. Leur rôle est de collecter et conduire les ondes de pression acoustique. Il y a un phénomène de résonance au niveau du conduit auditif externe, et ce phénomène de résonance est responsable d'un gain de 20 décibels. Par la suite, les ondes de pression arrivent au niveau de l'oreille moyenne. Son rôle est de transmettre les ondes de pression de la membrane tympanique vers l'oreille interne. En plus, l'oreille moyenne va jouer le rôle d'adaptateur d'impédance. Vous savez, l'oreille moyenne, c'est un milieu aérique. Les ondes de pression vont aller vers l'oreille interne qui est un milieu liquidien. Or, pour cette interface air liquide, il y a perte de décibels, il y a perte importante de puissance acoustique surfacique. Donc, le rôle de l'oreille moyenne est de compenser cette perte. On va voir par quel mécanisme il y aura diminution de cette perte de la puissance acoustique surfacique. En effet, l'oreille externe, c'est un milieu aérique. Dans ce cas, l'impédance, la résistance est faible et en conséquence, la vitesse qui est similaire à une intensité électrique va être élevée. Lorsque la résistance est faible, l'intensité augmente. L'oreille interne, qui est un milieu liquidien, est caractérisée par une impédance élevée. En conséquence, la vitesse de vibration des particules va être diminuée. Or, la puissance acoustique surfacique, c'est une vitesse multipliée par une pression. Et on veut avoir cette égalité de conservation de l'énergie. Donc, vous avez la vitesse dans l'air élevée, la vitesse dans le liquide est faible. En conséquence, il faut augmenter la pression au niveau
de l'oreille interne au niveau liquidien pour minimiser cette perte. Donc, on va voir par quel mécanisme l'oreille moyenne va augmenter la pression de pression acoustique qui arrive au niveau de l'oreille interne. Donc, la pression d'entrée, elle est faible et l'oreille moyenne va augmenter cette pression. En effet, on schématise l'oreille interne, l'oreille moyenne par ce segment AB. Donc, la chaîne des osselets, c'est ce segment AB qui va jouer le rôle de levier, qui s'articule autour d'un point haut fixe virtuel. Donc, la chaîne des osselets, lorsqu'ils vont vibrer en bloc, comme un levier, avec un axe de rotation, ce point haut, qui est asymétrique par rapport aux deux points A et B. On schématise ici la membrane tympanique avec une surface A1 et la sortie au niveau de l'oreille interne, c'est la fenêtre ovale avec une surface A2. On va calculer le rapport de pression fenêtre ovale sur la pression au niveau de la fenêtre tympanique. Donc, on sait que la pression est une force par unité de surface. Donc, la pression au niveau de la fenêtre ovale, c'est la force F2 sur la surface A2. Et la pression au niveau de la membrane tympanique, la pression d'entrée, va être égale à la force F1 sur la surface A1. Pour un levier, il y a conservation des moments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le produit force multiplié par distance doit être conservé. Autrement dit, la force F2 multipliée par le segment OB doit être égale à la force F1 multipliée par le segment de droite O1. Donc, ce rapport de pression va être égal la surface A1 sur A2 multiplié par le rapport O1 sur OB. Or, le rapport A1 sur A2 vaut 14 et le rapport OA sur OB, c'est 1,3 parce que le point O est asymétrique. En conséquence, la pression sur au niveau de la fenêtre ovale sur la pression au niveau de la membrane tympanique va être égale à 18. Donc, la pression est augmentée 18 fois par rapport à la pression d'entrée au niveau de la membrane tympanique. Donc, à part ce rôle d'adaptateur d'impédance, l'oreille moyenne va jouer le rôle de protection de l'oreille interne. En effet, en cas d'un son intense, il y aura contraction réflexe d'un muscle de l'osselet l'étrier pour protéger la progression des ondes de pression acoustique vers l'oreille interne. Et quatrièmement, par l'intermédiaire de canal fin qui communique entre l'oreille moyenne et le pharynx, il y aura égalité de pression entre l'oreille moyenne et le pharynx pour protéger aussi l'oreille moyenne en cas d'une variation brusque de pression. Maintenant, on va voir l'oreille interne, qui est l'organe de transduction. En effet, vous avez des ondes de pression acoustique qui vont aller progressivement de la rampe vestibulaire vers la membrane, vers la rampe tympanique. Et dans ce cas, on va avoir vibration de la membrane basilaire. Et cette membrane basilaire, lorsqu'elle vibre, vous avez les cellules ciliées sur lesquelles reposent vont aussi vibrer. Et on va avoir donc mouvement de ces cellules ciliées avec inclinaison des cils
et l'inclinaison des cils est responsable d'un phénomène électrique. Premièrement, donc, on va voir les mouvements de la membrane basilaire. En effet, l'amplitude et le secteur de vibration de cette membrane dépendent de la fréquence du son. Autrement dit, il y a un phénomène de résonance. Et plus la fréquence augmente, le pic de résonance sera plus marqué et se rapproche de la base. Donc, comme s'il y a une analyse spatiale des fréquences qui commence déjà à ce niveau. Donc, vous avez la membrane basilaire avec différents points. Donc, vous voyez la fréquence 2000 élevée, vous avez l'amplitude de vibration qui se rapproche de l'apex avec un pic qui est plus prononcé par rapport à une fréquence de 100 Hz. Et dans ce cas, en cas d'une faible fréquence, donc le pic se rapproche de l'apex. En effet, le mouvement des cellules ciliées entraîne une variation de la différence de potentiel membranaire. Et cette variation de la DTP membranaire, on l'appelle le potentiel microphonique cochléaire. Et ce potentiel microphonique cochléaire est responsable d'une libération d'un médiateur au niveau des dendrites des cellules bipolaires qui est à l'origine d'un potentiel d'action qui va poursuivre son chemin le long de la 8e paire crânienne. Les potentiels microphoniques cochléaires, cette variation de la DDP membranaire, est l'image électrique des signaux sonores. Et le potentiel microphonique cochléaire reproduit d'une façon fidèle les caractéristiques de l'onde sonore. Autrement dit, à l'aide d'amplificateurs et de haut-parleurs, on peut reproduire le son grâce à ce potentiel microphonique cochléaire. Autrement dit, l'oreille interne est l'équivalent d'un microphone. Quelles sont les caractéristiques du potentiel microphonique cochléaire? C'est le caractère local, donc il ne se propage pas comme un potentiel d'action. C'est le caractère modulé et non ontoorien comme le potentiel d'action. Il n'y a pas de seuil de latence. Le seuil de latence, donc, c'est le délai entre le stimulus et l'apparition du potentiel. Absence de période réfractaire. Et enfin, l'amplitude du potentiel microphonique cochléaire est proportionnelle à l'intensité sonore. Mais pour les sons de forte puissance, on peut avoir une distorsion. Maintenant, on va voir l'exploration fonctionnelle de l'audition. Le but de cette exploration est de détecter la surdité, préciser son type et estimer les possibilités de traitement. On distingue 4 groupes de surdité. Les surdités de transmission, dans ce cas, il y a atteinte de l'oreille externe et de l'oreille moyenne. La surdité de perception, dans ce cas, atteinte de la cochlée. La surdité rétrocochléaire, dans ce cas, il y a atteinte des voies nerveuses. Et la surdité centrale, en cas d'atteinte des centres nerveux de l'audition. L'exploration fonctionnelle de l'audition est basée sur l'utilisation des sons purs, pas des sons complexes. Il y a 2 modes de conduction qui vont être explorés. On peut utiliser la conduction aérienne. Dans ce cas, un écouteur il est placé dans une oreille. L'autre oreille est neutralisée par un bruit blanc, parce qu'il faut explorer chaque oreille à part. Et la conduction osseuse, dans ce cas, on va utiliser un vibreur. Le vibreur, il est placé soit au niveau de l'os mastéoïde, ou bien au milieu du front.
dans le cas d'utilisation de la conduction osseuse, les ondes de pression acoustique donc vont aller directement au niveau de l'oreille interne. On va court-circuiter, autrement dit, l'oreille interne, l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc les ondes de pression, en cas d'utilisation d'une conduction osseuse, vont aller directement de la mastoïde ou bien de la voûte crânienne, ils vont aller directement vers l'oreille interne. On commence par les explorations fonctionnelles subjectives. Dans ce cas, il y a participation active du sujet. Ces explorations sont les plus utilisées de pratique facile. En plus, ils ont une précision suffisante. On commence par l'épreuve de Weber. Dans ce cas, un vibreur est placé sur le sommet du crâne, au milieu, et on demande au sujet si la sonie est identique pour les deux oreilles. Donc, normalement, il doit écouter de la même façon des deux côtés. Même sonie, même impression de force. Il faut avoir un générateur de son pur avec possibilité de varier la fréquence. Donc, on va utiliser cette épreuve de Weber pour multiples fréquences. Les résultats de cette épreuve, en cas d'une surdité unilatérale de transmission, donc la sonie va être plus élevée du côté malade. Et le Weber est latéralisé du côté malade. Donc il va écouter mieux du côté malade, tout simplement parce que en cas d'une surdité de transmission, on va aller directement par l'épreuve de Weber vers l'oreille interne, or l'oreille interne est intacte des deux côtés. Le patient écoute mieux du côté où il y a la surdité de transmission parce que du côté malade où il y a la surdité de transmission, l'oreille interne, comme s'il va faire par mécanisme réflexe une compensation de cette perte. Donc il va écouter mieux du côté où il y a la surdité de transmission. Maintenant, en cas de surdité unilatérale de perception, c'est logique, la sonie va être plus basse du côté malade. On dit, dans ce cas, le Weber est latéralisé du côté sain. Donc, le patient, il va écouter mieux où il n'y a pas la surdité. Parce que, après, avec l'épreuve de Weber, on va aller directement vers l'oreille interne. Si l'oreille interne est intacte, donc la sonie, dans ce cas, sera faible du côté malade. Passons à l'autre test, qui est l'audiométrie, qui est la plus utilisée et la plus précise. Dans ce cas, on utilise un audiomètre. C'est un générateur de son pur, avec la possibilité de varier la fréquence de 125 jusqu'à 8000, et aussi de varier l'intensité sonore de 0 à 120 décibels. Donc, on va chercher le seuil absolu, c'est-à-dire pour chaque fréquence, on va chercher la plus faible intensité sonore en décibels qui donne une sensation. Donc, on va établir les courbes des seuils absolus pour des sons purs. Donc, chaque fréquence, on cherche l'intensité en décibels correspondante. Bien entendu, on va utiliser la conduction aérienne, mais aussi la conduction osseuse. Les résultats sont exprimés soit en décibels absolus, soit en décibels de perte. Qu'est-ce que ça veut dire, les décibels de perte? Tout simplement la différence de seuil absolu entre le patient et l'observateur moyen de référence. Donc ici, vous avez deux courbes en décibels absolus. Donc en rouge, il y a surdité. C'est un patient qui a une surdité. Et en bleu, c'est le seuil absolu d'un sujet normal. On peut aussi schématiser en décibels de perte. C'est quoi décibels de perte? C'est tout simplement
la différence entre le patient malade et le patient normal. Donc, vous allez calculer point par point pour chaque abscisse, pour chaque fréquence, la différence entre les deux courbes, rouge et bleu. Bien entendu, l'échelle ici est orientée de haut vers le bas parce que ici sont des décibels de perte. Il y a aussi l'audiométrie tonale supraluminaire. Dans ce cas, on va établir la courbe de seuil douloureux. C'est-à-dire, on va chercher les intensités sonores pour chaque fréquence telle que la sonie devient douloureuse. Dans ce cas, cette technique permet de mettre en évidence le phénomène de recrutement. C'est quoi le recrutement? C'est une diminution du champ auditif tonal qui est caractérisée par une surdité, c'est-à-dire augmentation du seuil absolu, mais aussi diminution du seuil douloureux. Autrement dit, il faut parler haut au patient pour qu'il puisse t'écouter, mais lorsque vous allez crier, le patient va être gêné parce que le seuil douloureux diminue. Ce phénomène de recrutement est spécifique d'une lésion au niveau de la cochlée. On peut le mettre en évidence par le test de Fowler. C'est quoi le test de Fowler? Donc, on va faire ce test pour multiples fréquences et on va chercher à différents niveaux d'intensité sonore les niveaux d'égalisation de sonie pour les deux oreilles. Autrement dit, je vais présenter par exemple 20 décibels pour l'oreille droite. Dans ce cas, il y a une impression de force. Je vais chercher l'intensité en décibels qui donne la même impression du côté gauche. Puis je passe à une autre intensité, 30, puis 40, ainsi de suite. Logiquement, on doit avoir une droite telle que x égale y. C'est-à-dire 20 du côté gauche, ou bien 40, ou bien 60, ou bien 80, ce sera toujours la même du côté gauche. Parce que 20, ou bien donne impression de force, ça doit être aussi 20 du côté 20 décibels du côté droit qui donne la même impression. De même pour 40, de même pour 60, ainsi de suite. Ici, un cas où il y a une surdité sans recrutement. Donc, la courbe en rouge. Donc, il y a une surdité du côté gauche. Par exemple, l'impression de force pour 50 décibels à gauche, c'est la même impression que 20 décibels du côté droit. Ou bien 70 décibels du côté gauche. Il suffit 40 seulement pour avoir la même impression de force. Donc, il y a une surdité du côté gauche. Dans ce cas, il y a une surdité avec recrutement du côté gauche. Donc, vous voyez, pour 20 décibels du côté droit, il te faut 40 du côté gauche pour avoir la même impression de force. 40 décibels du côté droit, il te faut presque 58 ou bien 59 du côté gauche pour avoir la même impression de force. Mais si je prends des intensités un peu plus élevées, ici c'est à partir de, disons, 65, vous voyez, par exemple, ce point, 80 décibels du côté gauche, c'est l'équivalent de 100 décibels du côté droit. Or, 100 décibels, c'est déjà une sensation qui est à la limite de la douleur. Donc,
on va atteindre le seuil de la douleur beaucoup plus rapidement du côté gauche. Parce que 80 ici du côté gauche, c'est l'équivalent de 100 du côté droit. Maintenant, on va voir l'audiométrie vocale. Bon, elle consiste à faire répéter des mots simples par un haut-parleur avec une puissance acoustique déterminée. Donc, cette technique permet de préciser le degré d'invalidité résultant d'une surdité donnée. Et on va déterminer les intensités sonores en décibels pour lesquelles 25, 50, 75 ou bien 100% des mots prononcés sont nettement perçus. On passe aux explorations fonctionnelles objectives. Dans ce cas, il n'y a aucune participation active du sujet. Ils sont très utilisés chez l'enfant ou bien en milieu militaire. L'électrocochléogramme. Dans ce cas, on va enregistrer le potentiel d'action global du nerf auditif à l'aide d'électrodes très fines qui est placée à proximité de la fenêtre ronde. L'autre technique, ce sont les potentiels évoqués auditifs diffus. Il s'agit d'une technique de routine, moins spécifique de l'audition que les potentiels évoqués auditifs primaires. L'enregistrement va se faire à l'aide des électrodes qui sont placées au niveau du cuir chevelu. En effet, la présence de potentiels évoqués auditifs diffus est le signe d'un fonctionnement correct des voies nerveuses. Maintenant, on passe aux différents résultats. On va voir les surdités de transmission. Les surdités de transmission sont dues à une lésion du capteur. Les causes peuvent être aiguës, c'est-à-dire obstruction du conduit auditif externe, ou bien perforation de la membrane tympanique, blocage des osselets par un pus en cas d'otite. Elles peuvent être aussi chroniques, sclérose de la membrane tympanique, les otites chroniques, l'autospongiose. Ces surdités de transmission touchent essentiellement les sons graves. Dans ce cas, la conduction osseuse, c'est-à-dire l'audiométrie tonale liminaire, lorsqu'on va explorer la conduction osseuse, n'est pas affectée. Tout simplement parce que lorsque vous allez placer votre vibreur au niveau de la mastéoïde, vous allez avoir les ondes de pression acoustique aller directement vers l'oreille interne. Le test de Weber sera latéralisé du côté malade, où il y a la surdité de transmission, parce que l'oreille interne est intacte des deux côtés, et l'oreille interne du côté malade va essayer de compenser cette surdité. Donc la sonie va être un peu plus élevée du côté malade. Voici les audiogrammes en décibels de perte. Donc en bleu, la conduction osseuse qui est conservée, et en rouge, la conduction aérienne qui est où on trouve des décibels de perte touchant essentiellement les fréquences faibles. Maintenant, passons aux surdités de perception. Ces surdités sont dues à une lésion de l'oreille interne. Elles sont en général chroniques. Les causes peuvent être liées à l'âge, la presbyacousie. Ils peuvent être des causes dégénératives héréditaires. Ça peut être aussi des maladies, des causes vasculaires. Exemple, la maladie de Menière. Ça peut être des causes infectieuses telles qu'une méningite avec atteinte de l'oreille interne. Ils peuvent être aussi des causes traumatiques en cas d'un son intense et prolongé, en cas de traumatisme crânien, les accidents de plongée parce qu'il y a variation brusque de pression, ou bien l'usage prolongé de Walkman. Ils peuvent aussi être d'origine toxique.
En effet, il y a des antibiotiques de la famille des aminosides qui peuvent altérer l'oreille interne. Dans ce cas, il faut réduire la posologie en cas d'utilisation de ces antibiotiques, particulièrement en cas d'insuffisance rénale. Ces surdité de perception touchent essentiellement les sons aigus et la conduction aérienne et la conduction osseuse, tous les deux vont être touchés de la même façon. Et bien entendu, le test de Weber est latéralisé du côté sain, c'est-à-dire le diapason, le vibreur placé au milieu du front, on va avoir une impression de sonique plus forte du côté sain. Parce que le Weber, dans ce cas, les ondes, le test de Weber explore directement l'oreille interne. Il y a les surdités rétrocochléaires. Dans ce cas, il y a une atteinte des voies nerveuses. Ça peut être une origine compressive du nerf auditif par une tumeur. Exemple, le neuronome de l'acoustique. C'est une tumeur qui se développe à partir de la 8e paire crânienne. Cliniquement, donc, on va trouver, en plus de la surdité, des acouphènes, c'est-à-dire impression auditive en l'absence de son, et on trouve aussi des troubles de l'équilibre, parce que il y a compression de la branche vestibulaire du nerf cochléo-vestibulaire, parce que la branche vestibulaire est issue des canaux semi-circulaires qui sont responsables de l'équilibre du corps. Passons aux évaluations. Nous avons déterminé les audiogrammes d'un patient. Conduction aérienne, conduction osseuse, pour les deux oreilles, gauche et droite. Préciser pour chaque oreille et pour chaque gamme de fréquences le type de surdité, ou bien absence d'anomalie. On va commencer par l'oreille droite. Donc, l'oreille droite pour les fréquences graves. Donc, vous avez ici une surdité de transmission. Parce que la conduction osseuse est conservée, alors que la conduction osseuse, la conduction aérienne est touchée. Pour les fréquences aiguës, ici, vous remarquez que les deux conductions aériennes et osseuses sont touchées de la même façon, d'une façon analogue. Donc, il s'agit d'une surdité de perception. Passons maintenant à l'oreille gauche. Pour les fréquences graves, vous remarquez que les deux conductions osseuses et aériennes sont touchées, mais vous remarquez aussi que la conduction aérienne est encore plus touchée. Autrement dit, il y a dans ce cas deux anomalies. Il y a anomalie au niveau du capteur, mais aussi il y a une anomalie au niveau de l'oreille interne. Donc, pour les fréquences graves, il y a une surdité mixte. Pour les fréquences élevées, aiguës, il n'y a pas de perte de décibels pour les deux conductions. Dans ce cas, absence d'anomalie. Passons à l'évaluation 2. Donc, nous avons déterminé les audiogrammes d'un patient. Donc, ce sont les mêmes audiogrammes. Préciser pour chaque fréquence 4250 Hz le résultat du test de Weber. Donc, commençons par 4000. Vous avez l'oreille gauche, elle est normale. L'oreille droite présente une surdité de perception pour 4000. Donc, il va écouter mieux du côté gauche.
Maintenant, pour 250 Hz, qu'est-ce que vous avez pour 250 Hz? Il y a une surdité de transmission de cet côté. De l'autre côté, il y a une surdité mixte, oreille interne, mais aussi externe et moyenne. Or, déjà l'oreille interne du côté gauche, elle est touchée. Le Weber va être latéralisé du côté droit. Enfin, avec les mêmes audiogrammes, on vous présente le test de Fowler pour une fréquence donnée et les résultats donc de ce test. Précisez l'oreille malade et le phénomène observé. Donc pour le phénomène, vous voyez dans ce cas l'oreille malade, c'est l'oreille droite, parce que ici par exemple 40 décibels du côté droit, c'est l'équivalent de 30 décibels du côté gauche. Donc il faut beaucoup plus d'intensité sonore du côté droit pour avoir la même impression. Donc il y a une surdité du côté droit. En plus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le phénomène de recrutement. Vous voyez ici, pour les intensités sonores élevées, on atteint rapidement le seuil de douleur. Exemple, 100 décibels du côté droit, c'est l'équivalent de 120 décibels du côté gauche. Donc, l'oreille malade, c'est l'oreille droite avec un phénomène de recrutement. Deuxièmement, la fréquence utilisée. Donc, quelle fréquence on a utilisée? Donc, on va déduire cette fréquence à partir des audiogrammes. Donc, il faut voir dans quelle tranche de fréquence, pour quel intervalle ou bien pour quelle fréquence l'oreille droite est malade et l'oreille gauche est normale. Parce que le test de Fowler est normal. Donc, ça peut être soit la fréquence 4000 ou bien 8000. Je vous remercie pour votre attention.